Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la plus panafricaine des télévisions du monde. Et vous regardez votre émission 7 Sport. Vous savez, 7 Sport, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde, avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Alors aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau, avant bien sûr le sommaire, pour vous mettre déjà de la salive, nous recevons Frédéric Bulot, Mamadou Niang du service des sports également est là. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Comment ça va Mamadou? Très bien. Et dire également bonsoir à Frédéric Bulot. Bonsoir. International gabonais, comment vas-tu Frédéric? Très bien, merci. Ça se voit. Avec l'équipe de Reims en ce moment, ça se passe pas trop mal, on va le dire. Il y a eu un bon, comme maintenant un peu moins bon, autant collectif qu'individuel, mais on n'est pas inquiet. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure et bien sûr de vos projets avec l'équipe nationale du Gabon et surtout de cette Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon abrite en 2017. Nous parlerons également dans cette émission de Mourinho qui a été purement et simplement limogé de son poste d'entraîneur au sein de l'équipe de Chelsea. Et nous terminerons avec le thème de la semaine. Eh bien la question elle est toute simple. Qui sera élu joueur africain de l'année 2015? Le décor il est planté. Frédéric Bulot est là sur ce plateau. Alors Frédéric, vous êtes au Gabon depuis dimanche, donc hier en après-midi. Voilà. Vous êtes là pour des œuvres de charité, s'il faut le dire. Oui, déjà, tout d'abord, j'avais envie de venir au pays pour être plus proche de la population. Oui. Et en étant président d'une marque qui contribue à reverser des fonds à des associations pour les enfants démunis. J'étais forcément avec le cœur, pas une obligation, mais avec le cœur. J'ai voulu le faire déjà dans mon pays et pour avoir les enfants proches de moi et faire un arbre de Noël, offrir des cadeaux, des fournitures scolaires, etc. Et que tout le monde soit dans la joie. Et j'avais un mot d'ordre avec tous les invités avec qui je suis venu et mes amis prendre du plaisir. C'est le plus important et c'est qu'il faut qu'on fasse partager ça autour de nous et que les gens puissent avoir un contact, pas seulement visuel à la télé ou loin sur le terrain, mais un vrai contact avec la population et être proche des gens. Alors, Frédéric Bulot n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec lui, à côté de lui, Géraldine Robert, donc en séjour de charité au Gabon. Frédéric Bulot et Géraldine Yema Robert, deux sportifs internationaux, l'un footballeur et l'autre basketteuse en France, sont arrivés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce dimanche à Libreville pour manifester leur charité envers les populations démunies de Libreville et de Port-Gentil à travers des cérémonies d'arbres de Noël. Si le footballeur, lui, est novice dans l'action caritative, mais joyeux d'en embrasser, tel n'est pas le cas de sa compatriote Géraldine, fondatrice depuis 2009 de la fondation Yemali. Frédéric Bulot, on le sait, c'est maintenant que vous attaquez à ce genre de projet. Géraldine, depuis 2009, y est déjà. Qu'est-ce que vous pensez, elle? Vous pensez que ce genre ce projet va être peurant? Tout d'abord, ça débute bien déjà en Europe. Oui. Maintenant, au Gabon, il y a beaucoup de demandes. Donc, qui dit beaucoup de demandes, il faut faire quelque chose. Donc, on a créé un peu le besoin. Et le concept est bon parce que c'est de se faire plaisir quand on achète un vêtement, par exemple, parce que je peux faire autre chose que des vêtements. Mais un exemple simple, j'achète un vêtement, il me plaît, et sans le vouloir, je fais un don à une association parce que 90% des bénéfices vont à l'association. Et les 10% servent à refaire la com et les vêtements, etc. Donc je pense que c'est un bon concept. C'est pas commun, ça se fait pas partout. Et je pense qu'avec la solidarité de tout le monde, on peut faire des bonnes choses. Et si ça peut inciter à d'autres de faire la même chose, je pense qu'on vivrait dans un monde un peu meilleur, de toute façon. Amadou, peut-être une question à Bulot. Juste dire qu'un peu souvent, les footballeurs internationaux sont souvent distants un peu du grand public. Et cela vous offre l'occasion d'être plus proche des populations, plus proche de vos fans aussi. Ouais, peut-être que dans le milieu, pour une généralité, on se focalise peut-être trop sur nous-mêmes, de se dire qu'on vit bien, nos familles sont bien, mais autour de ça, on a peut-être été plus jeune dans une situation un peu plus difficile, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très généreux, même avec les gens que je ne connais pas. Je suis toujours disponible pour faire plaisir à quelqu'un, ça ne me coûte rien. Et ça me tient vraiment à cœur, en parallèle de mon métier de footballeur.
c'est une aventure excitante aussi et j'y tiens et je pense à beaucoup à cœur. Alors, on va parler un tout petit peu de vous. Vous êtes bien sûr au stade de Reims et vous portez le dossard numéro 18. Voilà. Voilà, et bien sûr, vous êtes de nationalité franco-gabonaise, nationalité sportive, on va dire, gabonaise, parce que vous avez un parent gabonais et un autre français, ça il faut le dire, pour préciser également à tout le public qui est souvent un tout petit peu dubitatif par rapport à vous. Vous êtes né le 27 septembre 1990, vous avez 25 ans, vous êtes né à Libreville, vous mesurez 1,79 m, vous êtes pro depuis 2010, vous occupez le poste de milieu offensif, et puis votre pied fort, c'est le pied gauche. Alors, toutes ces informations sont vraies. Totalement. Totalement vrai. Et puis aujourd'hui, il faut quand même dire que de 96 à 2016, vous avez joué à Tours FC, ce sont bien sûr vos débuts. En 2002-2005, vous étiez à LB, donc vous êtes Castel-Drossin parce que c'était à Châteauroux. En 2005-2010, vous étiez à l'AS Monaco. Vous connaissez donc bien et très bien Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, très bien déjà de nos parents parce qu'ils ont déjà été proches, de nos arrière-parents même. On est de la même ethnie. Maintenant, on a eu la chance de pouvoir jouer ensemble à Monaco. C'est de là où lui il était déjà en équipe nationale du Gabon. Il m'a parlé du Gabon comme quoi c'était bien de trouver la sélection et de faire grandir ce pays. J'ai toujours été à l'écoute. On est venu me solliciter déjà à l'âge de 17 ans, je pense, en sélection au Gabon. Mais je jouais déjà avec l'équipe de France, donc c'est compliqué de changer comme ça du jour au lendemain, en sachant que tu es au maximum de ce que tu peux faire, le plus haut niveau de ce que tu peux faire de ton âge, on va dire, en formation en France. Donc j'ai toujours été disponible à l'écoute de tout le monde et je ne regrette pas du tout mon choix aujourd'hui parce que ça m'a permis de grandir, j'ai pris de la maturité et je suis un autre homme. Un autre homme, un autre joueur avec une autre dimension parce que vous êtes aujourd'hui en Ligue 1. Peut-être Mamadou, sur la Coupe d'Afrique de 2017 que va abriter le Gabon et Frédéric Bulot va forcément jouer un rôle prépondérant au sein des Panthères du Gabon. Peut-être une question. Bon, justement, 2014, vous portez les couleurs du Gabon. Vous avez joué 19 matchs, si je ne me trompe, en équipe nationale. Avec 0 but, ça ne veut pas dire que bon, c'est vu que vous n'êtes pas le buteur. Et maintenant, après 19 matchs, vous allez vers la Coupe d'Afrique en 2017. S'il y a quelque chose à changer, à améliorer, c'est quoi en équipe nationale? Individuel ou collectif? Collectif d'abord. Améliorer, collectivement, on peut toujours s'améliorer, même que ça soit individuel. Collectivement, voilà, on a, je pense, depuis le début de cette aventure, depuis que je suis là, on a fait des qualifications parfaites, même au-delà de ce qu'on pensait. Premier d'un groupe sans défaite. On arrive à la CAN, on gagne le premier match contre les favoris, le Burkina Faso. On a une équipe très très jeune. Pour beaucoup, c'était leur première CAN. Mais forcément, on a été déçus parce qu'on a perdu les matchs après, mais on ne peut pas tout avoir d'un coup. Je pense qu'il faut franchir des étapes et peut-être prendre des coups pour remonter et être plus fort après. Je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on a une très très bonne équipe. Tous les joueurs jouent en Europe dans des bons niveaux, dans les bons championnats. Je pense que le plus compliqué, ce n'est pas les adversaires, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est capable de faire de grandes choses. On l'a vu contre les grandes nations. Et il faut juste qu'on va se concentrer, de respecter toutes les équipes. Et après ça, de faire le point à la fin et de faire le maximum parce qu'on n'a rien gagné encore. Il faut qu'on se donne les moyens de nos objectifs. Et après ça, on verra. On va regarder tout de suite les buts, certains buts, et on va regarder ensemble certains de vos buts, quelques-uns, deux ou trois que nous allons commenter ensemble. Si la régie, voilà, il y a un but ici marqué il n'y a pas très longtemps avec votre club de Reims, superbe but. C'était contre quelle équipe là déjà? Toulouse. Voilà, et déjà, on vous voit ici récupérer ce ballon déjà, faire un appel sur le côté droit, la balle ne vous parvient pas, on préfère jouer dans l'axe, votre partenaire, la récupération, le contrôle, et derrière, le missile, pied gauche, un ballon, un but qui vous ressemble, et vous avez l'habitude de marquer ce genre de but, vous affectionnez ce genre de position. J'en ai mis plusieurs lointains, en fait, on va dire. Je ne suis pas forcément un buteur, je suis plutôt un créateur et un passeur. Maintenant, moi, le plus important, c'est ma santé. J'ai quelques petits soucis physiques comme beaucoup de joueurs ou dans n'importe quel sport ont quelques problèmes. C'est des trucs dont tu n'es pas fautif, donc il faut savoir gérer ça.
Donc tant que mon corps va bien, ça ira toujours bien de toute façon. Maintenant, il faut que je travaille moi aussi d'un point de vue individuel, sur me focaliser sur marquer des buts et en étant bien physiquement, forcément. On reviendra tout de suite avec Mamadou sur peut-être une question, Mamadou. Juste, les footballeurs ont quand même leurs préférences. Souvent, vous êtes excentré sur le côté gauche ou sur le côté droit. Parfois, vous êtes axial. Vous préférez être axial ou bien sur le côté? Axial. Sans aucun doute, axial. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise dans l'axe? Beaucoup, ouais. Alors, Aubameyang est en passe de devenir le meilleur joueur africain parce qu'il fait vraiment des choses magnifiques avec son club Dortmund. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de savoir qu'au sein de l'équipe nationale, le capitaine aujourd'hui joue les premiers rôles au sein bien sûr du football africain? Bah, moi, ça ne me surprend pas plus que ça parce que bon, j'ai vu son évolution. Il est passé par des moments difficiles. On n'arrive jamais là comme ça du jour au lendemain. Il a travaillé dur, il a encaissé, il a eu les critiques. À Monaco, on l'a mis sur le côté droit, il a fait avec ce qu'il pouvait, il a eu les critiques. Après ça, tu peux soit couler ou soit rester fort et grandir. Il a franchi tous les clubs que vous connaissez avec les stats qu'il a eus. Il arrive aujourd'hui, je pense, dans un sommet de sa forme. Et je ne suis pas inquiet parce qu'il travaille tout le temps. C'est un gars qui, avant l'entraînement, après l'entraînement, il bosse. Il a une bonne hygiène de vie et il fait tout pour être au maximum. Et là, il est au maximum de sa forme et c'est très bien, il faut qu'il continue. Pour l'équipe nationale, c'est un plus. C'est un capitaine exemplaire. Et je pense que pour même les joueurs dans les quartiers ou dans les clubs amateurs s'inspirent de ça et ont envie de devenir comme lui. Allô? Votre appréciation au contact avec le football africain depuis 2014 d'abord, ensuite 2015 pendant la CAN, et après toutes ces éliminatoires, comment vous appréciez le niveau du football africain, le niveau de compétition? Le niveau du football africain en général? En fait, les équipes nationales, parce que ce sont les équipes nationales que vous pratiquez. Si j'ai un comparatif à faire par rapport à l'Europe, en Europe, c'est peut-être basé un peu plus sur du tactique. En Afrique, on joue peut-être un peu avec la fougue, on va dire, comme si on était tous jeunes et chacun jouait avec son talent. Et c'est peut-être plus individuel, sur des prestations un peu plus individuelles. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que quand on arrive dans les Coupes du Monde, les pays africains n'arrivent pas forcément à passer parce qu'il y a des nations comme par exemple l'Allemagne où tu n'as pas une star plus qu'une autre, mais tout le monde joue au même niveau et c'est tous les stars et on fait tous avec un groupe de bonnes choses et individuellement on fait rien, comme Messi avec l'Argentine par exemple ou d'autres. Alors, on arrive quasiment au terme de notre entretien avec Frédéric Bulot. On sait également que le calendrier, le programme, il est très très chargé parce que dans les couloirs déjà, eh bien, on nous fait des signes, les managers, tout le monde est là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire juste après cette émission. Alors peut-être répondre à un petit questionnaire. Alors Frédéric, quelle est votre couleur préférée? Ça dépend pourquoi? Ben comme ça. Comme ça? Oui. J'imagine que le jaune. Jaune aussi, j'aime bien. J'aime bien. Et si vous étiez une musique, vous seriez laquelle? R&B. Je serais... Ben, dites pas que vous écoutez toutes les musiques. J'écoute... C'est un questionnaire piège pour avoir bien sûr une idée sur tout ce que nous recevons sur ce plateau. Mais on a peut-être une dernière question, parlant bien sûr de l'équipe nationale, parce que c'est très très important de parler de cette équipe nationale, vu que bien sûr le Gabon va abriter la Coupe d'Afrique de 2017. Une toute dernière question à Frédéric. Juste que le peuple gabonais attend la prestation, en fait, des Panthères jusqu'en finale, pourquoi pas ne pas décrocher la Coupe. Et par rapport aux éliminatoires, vous êtes déjà qualifiés. Est-ce que c'est motivant pour un joueur de jouer des éliminatoires quand il sait une compétition, quand il sait qu'il est déjà qualifié? C'est vrai qu'au niveau de la motivation, c'est un peu plus compliqué parce que tu joues des matchs plus relaxés peut-être, inconsciemment, mais c'est comme ça. C'est là où il faut être exigeant avec soi-même parce que même si on est qualifié, il faut qu'on gagne tous les matchs parce que la confiance, on sait comment ça se passe au pays, les supporters sont avec nous quand ça va très bien et quand c'est un peu moins compliqué, on doit sortir de cette situation, peut-être avec quelques supporters, mais il faut qu'on reste là justement pour ne pas avoir ce genre de soucis. Donc il faut déjà qu'on gagne tous les matchs et pour être en confiance, pour enchaîner et augmenter notre niveau jusqu'à arriver à la compétition. Voilà. Voilà, donc c'est terminé avec Frédéric Bulot. On va dire tout simplement merci d'être passé sur le plateau de 7 Sports.
Merci et à vous. que tout le public abonné vous regarde et compte sur vous pour 2017, même si c'est encore très loin. On vous souhaite également bonne chance avec votre club de Reims en Ligue 1 en France et qu'on souhaite vous retrouver très prochainement sur le plateau de 7 Sports. Merci Frédéric. Merci. Le temps juste de pouvoir lancer cet élément. Nous allons parler tout de suite de la Coupe du Monde des clubs et que bien sûr c'est la formation du FC Barcelone qui s'est imposée à 3-0 devant l'équipe de River Plate d'Argentine. Une victoire acquise quasiment sur toute la rencontre. Mamadou Niang, l'équipe du FC Barcelone qui remporte bien sûr son 3e titre de bien sûr champion des clubs, donc la Coupe du Monde des clubs, avec ce magnifique deuxième but de Suarez après l'ouverture du score de Lionel Messi sur une passe de Neymar. On va donc regarder la joie de Suarez, l'Uruguayen. Et ensuite, regardez le 3e but. Il est identique à celui qu'avait marqué Suarez. Également, on aura l'occasion de regarder tout à l'heure ses buts. Ici, là, déjà, le ralenti sur le 2e but. Et le 3e but, il y a Messi qui s'arrache de cette défense argentine, de on va dire ses collègues. Le centre et derrière, la contorsion de Suarez qui donc place cette tête au 2e poteau. 3-0, l'équipe du FC Barcelone qui remporte donc son 3e titre de champion du monde des clubs. La joie des joueurs du FC Barcelone et le trophée, bien sûr, remis au capitaine du FC Barcelone, Iniesta. Alors, tout de suite, nous allons peut-être rester encore un petit peu avec Bulot qui s'intéresse bien évidemment à ces images. On va regarder, il y a quand même une similitude, Mamadou Niang, entre le but marqué par Suarez, le 3e but dans cette finale de Coupe du Monde, et le but de Suarez lors de la Coupe du Monde 2014 face à l'Angleterre. On va regarder, la réalisation nous propose bien évidemment ces 2 buts. Vous avez sur les 2 images à gauche et à droite, donc le premier but, donc celui de dimanche, le centre en retrait, la tête de Suarez, le gardien, il est quasiment battu, et en Coupe du Monde également. Là, c'est sur une passe de son partenaire, qui va donc permettre à Suarez de marquer ce 2e but contre l'Angleterre. Une similitude. Mamadou Niang, est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit d'un lourd et long travail? Je crois que c'est... En fait, quand on voit Suarez, c'est un attaquant qui aime se démarquer, qui se démarque bien. Frédéric, qui sert souvent des caviars, des occasions, aime aussi voir souvent les passeurs, voir des attaquants qui se démarquent. Et Suarez, il sait bien se placer. Et souvent, il marque des buts de ce genre tout simplement parce qu'il est bien placé, là où il faut et quand il faut. Je pense que ce n'est pas une surprise de le voir avec Suarez, quoi. Vous avez déjà joué contre Suarez une fois? Vous l'avez rencontré déjà? Non, jamais. Jamais. Ben voilà. Vous avez envie de le rencontrer un de ces jours? Pas forcément. Et peut-être l'équipe du FC Barcelone, peut-être. Ah, si je joue avec lui, c'est bien. Alors, on signale également toujours que Frédéric Bulot n'est pas encore parti. Nous allons parler après, bien sûr, cette finale de Coupe du Monde des clubs remportée par le FC Barcelone. Nous allons parler tout de suite du Real de Madrid qui également s'est imposé 10-2 en championnat. C'est là une très très belle victoire également. Donc, une victoire acquise devant le Rayo Vallecano. Les buts ici tout de suite de cette équipe du Real de Madrid. On nous fait signe, bien sûr, que l'élément voilà, qui est apparu maintenant sur votre petit écran, on va suivre déjà les 10 buts de cette équipe du FC du Real de Madrid. Mamadou, le Barça s'impose en Coupe du Monde des clubs, 3-0 devant River Plate, et derrière en championnat, le Real de Madrid qui cartonne 10-2, le Rayo Vallecano. Le Real qui cartonne, mais qui se remet un peu le moral après surtout la défaite du Classico. Et ensuite, après 2 défaites successives, je pense que c'est une bonne chose de revenir d'abord moralement. En fait, cela a permis à cette équipe de marquer beaucoup de buts. Et aussi, le Rayo Vallecano également s'est offert pratiquement au Real. Parce que quand tu ouvres les vannes, le Real, avec la vitesse de ses attaquants, bon, tu es complètement mort. C'est ce qui s'est passé hier. Ils ont ouvert le jeu, ils ont essayé le jeu comme les autres. Et le Real, en contre-attaque, c'est pratiquement 2 ou 3 passes pour arriver au but. Et ils ont concrétisé toutes les occasions. Donc, c'est une très bonne chose dans le moral
des merengues. On a quand même également conclu que quand cette équipe du Real joue collective, elle est très très dangereuse. Nous allons revenir au Gabon et parler de handball. Dans le cadre de son programme d'activité annuel, la Fédération gabonaise de handball a lancé la semaine dernière le championnat national élite des dames. À l'ouverture de cette compétition qui se tiendra pendant une semaine au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, 2 matchs étaient à l'ordre du jour. Les détails avec Armel José Mbogo et Alexis Liard. Au regard de cette rencontre, c'est sans surprise que le public du gymnase du Prytanée militaire a assisté à la déferlante défaite des filles de Bangando face à Phoenix. Mené 5-0 en tout début de match, il a fallu attendre la 12e minute pour voir le premier but de Bangando marqué par Princesse Moulumbu. Bon, en fait, ça m'a fait plaisir. 16-5, c'était le score à la pause. À la reprise, le niveau de Phoenix va monter d'un cran, marquant coup sur coup, mais Bangando, tant bien que mal, arrivera à freiner l'hémorragie. L'objectif pour nous, par rapport à ce match, c'était de prendre un goal adverse assez conséquent, puisque selon le premier procès verbal, on était 3e. Donc il fallait absolument qu'on ait un goal adverse assez élevé pour occuper la première place, surtout que la compétition fait en sorte qu'on s'affronte d'abord avant d'aller de jouer les demi-finales et les finales. Tout début de match est souvent compliqué et c'est au fur et à mesure que les joueurs rentrent dans le match. Donc moi j'explique cela par le fait que les filles ont eu du mal à rentrer dans le match et c'est au fur et à mesure qu'on a continué le match qu'elles ont pu faire quelque chose. Oui. 30-12, c'est le score final de cette rencontre en faveur de Phoenix. Une grande victoire pour la formation chère au docteur Nicolas Sellé, d'autant plus qu'elle prend de facto la tête du championnat avec 2 victoires et un goal average assez confortable, devançant le Stade Mondi, favori de la compétition. Après donc le handball, nous allons parler cette fois-ci de l'éviction de José Mourinho à la tête de l'équipe de Chelsea. Le technicien portugais est donc a purement et simplement été limogé par le président du club Abramovich. Mamadou Niang, il faut tout simplement signaler quand même que Mourinho est parti et que derrière, l'équipe de Chelsea s'est imposée donc, juste après le départ de Mourinho en championnat en utilisant mais tout le schéma tactique laissé par Mourinho. Oui, mais je crois que Mourinho, il a d'abord du mérite parce que quand il quittait Chelsea, il n'était pas champion. Dès qu'il évolue, la première année de Chelsea, l'année dernière, a déroulé pour être champion d'Angleterre, pratiquement sans avoir subi de défaites. Même si dans le jeu, il restait quand même quelque chose. Ils ont pu donc faire un très bon championnat pour devenir champion d'Angleterre. Cette année, ça a mal tourné. L'équipe est restée pratiquement dans le ventre mou du classement. L'entraîneur, le président a patienté un peu, mais ça n'allait pas toujours. Mais Mourinho se disait que alors les joueurs lui ont lâché quelque part. Parce que même après la dernière défaite, il disait qu'il a préparé les joueurs sur des phases de jeu sur lesquelles il ne devrait pas prendre de buts. Et ce sont sur ces phases de jeu qu'il a préparé pendant une semaine que les joueurs ont encaissé des buts. Donc pratiquement pour lui, le lâchage était clair. Et pour le président aussi, à partir du moment où les joueurs ne sont plus avec toi et puis les mauvais résultats s'enchaînent, c'était prévisible aussi de voir Mourinho quitter Chelsea sur ces conditions. Mais c'est un entraîneur qui reste très grand et je pense qu'il va rebondir quelque part. Peut-être à Manchester où Louis van Gaal en ce moment est également en difficulté. Oui, il disait lui-même l'année dernière, avant d'aller à Chelsea, lui-même, il disait qu'il aimerait bien un jour entraîner Manchester United. Je pense que c'est l'occasion pour les dirigeants de Manchester de sauter sur l'occasion. Et c'est l'occasion également pour lui de revenir en Angleterre, de ne pas quitter l'Angleterre qu'il aime tant. Alors, José Mourinho, viré de Chelsea, affirme qu'il ne prend pas de congé sabbatique et veut vite retrouver un poste d'entraîneur. José Mourinho, limogé jeudi par Chelsea, ne prendra pas de congé sabbatique. Il n'est pas fatigué et envisage déjà la suite de sa carrière, a-t-il indiqué samedi via un communiqué transmis par ses agents. Il ne prendra pas de congé sabbatique. Il n'est pas fatigué. Il n'en a pas besoin, explique dans un communiqué l'agence CAA qui défend les intérêts du technicien portugais âgé de 52 ans. Il est très positif et regarde déjà devant lui.
en raison de son amour pour le football. Vous verrez José sur des terrains pour soutenir des amis, mais il ne se rendra pas sur des matchs de prestige parce qu'il tient à décourager toute spéculation sur son avenir, poursuit l'agence. José veut continuer de vivre à Londres et il espère que pour lui et sa famille, on lui permettra de le faire dans l'intimité. Il ne parlera pas de sa situation dans un avenir proche et il demande aux médias de respecter cette décision, appelle encore le clan Mourinho. Comme en septembre 2007, le Special One a été limogé par les Blues. Il s'agit des 2 seules évictions dans la carrière managériale du Portugais, sacré champion d'Angleterre au printemps. À l'époque, il avait pris quelques mois avant de rebondir en juin 2008 à l'Inter de Milan. José espère que son après-Chelsea sera cette fois encore aussi brillant que lors de son premier départ, conclut le communiqué. Alors, pour remplacer Chelsea, aujourd'hui discute actuellement avec le néerlandais Guus Hiddink, qui était arrivé vendredi matin à Londres, mais tient à prendre son temps pour bien étudier la situation avant de donner sa réponse. Alors, Mamadou Niang, Guus Hiddink est appelé par Abramovich pour succéder à Mourinho. Mais qu'à côté, on avait vu, juste à côté de Guus Hiddink, Didier Drogba. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que Didier également va intégrer le staff technique de cette équipe de Chelsea? Bon, on avait annoncé Didier Drogba quand Mourinho est parti, mais très vite, son club de Montréal a démenti pour dire qu'il n'y a pas eu d'approche avec Didier Drogba. Et lui-même, après le match, quand les gens en ont parlé, il a dit que non, c'était juste une visite de courtoisie. Mais l'avenir nous dira, est-ce que Didier Drogba va rejoindre le staff de Chelsea? En tout cas, dans ces projets, dans les projets de Chelsea, c'est quelqu'un qui, tôt ou tard, devrait rejoindre le staff de Chelsea. Est-ce pour présentement ou bien à l'avenir? Donc il faut attendre, peut-être que dans quelques semaines, nous saurons si Didier Drogba effectivement va continuer avec son club ou bien s'il va couper court à son contrat et rejoindre Chelsea et Guus Hiddink. Alors parlons cette fois-ci de la FIFA, la Fédération internationale de football association. 8 ans de suspension pour Blatter et Platini. Mamadou, vous vous rendez compte, Platini, donc la sanction, elle est tombée. Michel Platini et Sepp Blatter ont été suspendus pour 8 ans de toute activité liée au football par la commission d'éthique de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Le Français peut dire donc adieu à ses ambitions de président. Outre la sanction, Platini et Blatter doivent respectivement donc payer des amendes de 74 000 et 46 295 €. Cette sanction faisait écho à l'ouverture du ministère public de la Confédération helvétique MPC fin septembre d'une procédure pénale à l'encontre de Joseph Blatter suite à un paiement déloyal qu'il avait fait en février 2011 à Michel Platini, prétendument pour des travaux effectués par ce dernier entre 1999 et 2002. Les 2 hommes peuvent toujours ou encore faire appel, notamment auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport. Alors, Mamadou, une situation vraiment compliquée pour Platini. 8 ans de suspension, c'est compliqué, c'est trop dur pour lui. C'est trop dur, mais je crois que même pour Saoudite, que simplement pour la FIFA, c'est cuit pour lui. D'autant plus qu'ils ont parlé d'appel. Hein. Il faut interjecter appel. Mais simplement, il y a des conditions. Pour interjecter appel, il faut d'abord qu'il lui soit notifié les motifs de sa suspension. Et cette notification ne viendra que la première semaine, la première quinzaine du mois de janvier. Et quand on sait qu'après, juste après... Mais Mamadou, c'est quand même une sanction. 8 ans pour Blatter, c'était cuit, on savait, par rapport à l'âge et tout ça là. Mais pour Platini, c'est quand même un coup dur. Mais un coup très dur, je dis que ça va peut-être mettre en frein, sinon en arrêt à sa carrière de dirigeant. Parce que c'est quelqu'un quand même qui était très proche de la FIFA. C'était le mieux placé, en tout cas avant le début de ces histoires, pour succéder à Blatter. Il était mieux placé que tous les autres. Maintenant que cette situation arrive, il va non seulement perdre sa place à l'UEFA, l'Union des fédérations européennes de football, dont il préside, et ensuite il va perdre également sa place, en fait, la possibilité de gagner le poste de président de la FIFA. C'est un truc. Ensuite, et à côté de cela aussi, il ne pourra exercer aucune activité sportive pendant 8 ans. Et quand on sait, par exemple, l'amour qu'il a pour le football, oui. Priver quelqu'un ce dont il aime pendant 8 ans, ça va quand même poser très, très, très lourd pour Platini et pour tous ceux qui aiment Michel Platini.
Alors, on rappelle également que Michel Platini a donc remporté la Coupe d'Europe de 1984, ça il faut le dire, et qu'il a joué les demi-finales des Coupes du Monde de 82 et de 86 avec l'équipe de France. 82, Il a 86, 82, 86. meilleur buteur de la Coupe d'Europe 84 avec 9 buts, ouais. Capitaine de l'équipe de France aussi. Capitaine de l'équipe de France, Et avec la Juventus de Turin également. Et 3 fois Ballon d'Or de France Football aussi. Donc ça va être, c'est trop dur, ça va être trop dur, mais pesé très lourd sur les épaules de Platini, tandis que Blatter, lui, a passé son temps, donc bien sûr, à s'excuser auprès de la FIFA elle-même, auprès de tous les sportifs, des membres de la Fédération internationale de football association, bien sûr qu'il, peut-être, qui s'accuse Mamadou, mais toujours est-il que Blatter et Platini peuvent faire appel auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport. Alors, comme on le dit, Mamadou, eh bien, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le prince Ali veut faire entrer la FIFA dans le 21e siècle, ça il faut le dire. Persuadé d'être élu président de la FIFA en février, le prince Ali de Jordanie, candidat à la succession de Joseph Blatter, veut transformer l'instance mondiale du football qu'il juge orpheline et la faire entrer dans le 21e siècle. Il a fait la déclaration au Japon où il se trouve dans le cadre de sa campagne électorale. Le reportage de Mamadou Niang. Après le continent africain et Dakar, pour le coup d'envoi de sa campagne électorale, le prince Ali de Jordanie poursuit sa tournée mondiale. À Tokyo, au Japon, où il se trouve présentement, le candidat à la succession de Joseph Blatter invite à aller à l'essentiel pour développer le football. Beaucoup d'entre nous sont fatigués par ce qui se passe et je pense qu'il y a une envie partagée d'aller de l'avant, de se concentrer sur le jeu, de se développer et je veux être celui qui fera en sorte que ça arrive. Nous pouvons y arriver. À la tête de la FIFA, le prince a promis de remettre l'instance mondiale du football sur le droit chemin. Je suis solidement concentré à remettre l'organisation là où elle devrait être pour restaurer fierté et confiance pour l'ensemble des parties prenantes et c'est tout. C'est tout ce dont je me soucie et c'est ce que nous devons à l'ensemble du football et du monde. La Fédération internationale est frappée par un scandale de corruption qui ébranle jusqu'à son président aujourd'hui démissionnaire Joseph Blatter, ainsi que le favori à sa succession Michel Platini. Tous les deux risquent une radiation à vie par la justice interne de la FIFA qui rendra son verdict lundi. Alors, Mamadou Niang, est-ce que la situation de Platini, la sanction de Platini aujourd'hui peut profiter au prince Ali de Jordanie? Bien sûr, il peut profiter au prince Ali parce qu'il faut se rappeler aussi que le prince Ali avait été le seul qui avait eu le courage de s'opposer à Blatter et d'aller à l'élection contre Blatter et qu'il a même amené au deuxième tour avant de désister. Donc c'est tout à fait normal, c'est dans la logique, c'est quelqu'un qui peut se positionner. En plus, ensuite, en matière pour la campagne, il a devancé tout le monde. Il est déjà en pleine campagne. Il a commencé par l'Afrique et par Dakar la semaine dernière. Il a pu rencontrer beaucoup de dirigeants africains à l'occasion de la CAN des U23 au Sénégal. Après le Sénégal, il est allé au Japon pour la Coupe du Monde des clubs. Il poursuit sa campagne. En Afrique, en tout cas, il a dit aux dirigeants africains qu'il voudrait qu'une fois élu, que les dirigeants africains soient au niveau des décisions, soient au centre des décisions de la FIFA, qu'ils participent, qu'ils proposent, ensuite qu'ils soient parmi ceux qui décident. C'est ce qu'il a proposé à l'Afrique. Maintenant, aux autres également, il va faire des propositions. Donc, je pense qu'il a des chances. Hein. Ils sont en campagne, donc il faut attendre de voir un peu la proposition. Peut-être que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres propositions pour l'Afrique et pour les autres fédérations. Et on verra s'il sera élu le 26 février prochain. Mais en tout cas, il est bien parti pour avoir eu d'abord le courage de s'opposer à Blatter. Ouais. Au moment où personne n'osait le faire. Je crois qu'il a ses chances et puis il s'est lancé dans la campagne avant les autres. Donc peut-être qu'il sera le futur président de la FIFA. Je ne prophétise pas, mais il est sur la bonne voie. Oui, tout le monde est habitué un tout petit peu aux prophéties de Mamadou Niang et qu'aujourd'hui, à chaque fois que Mamadou dit quelque chose, cela se concrétise. Donc, on croise les doigts et on attend. On attend parce que ça va être dur, mais que Platini va se ronger, va se tirer les cheveux
peut-être pendant ces 8 ans, mais cela va être encore très très difficile. Poursuivons cette émission donc et parler d'athlétisme. Hormis le cyclisme et le football qui sont pointés du doigt concernant la pratique du dopage des sportifs, l'athlétisme n'est pas épargné. Cette discipline sportive est en proie à toutes les dérives. C'est un scandale de plus dans l'univers du sport professionnel gangréné par le business et l'argent. Mais parmi ces athlètes, certains sont exemptés de tout soupçon et préservent encore l'image de cette discipline, à l'exemple du Jamaïcain Usain Bolt qui devient l'icône de ce sport. Michel Zueyi. Le dopage et la corruption font bon ménage dans le monde de l'athlétisme, comme semble le prouver la mise en examen de nombreux athlètes et responsables des fédérations internationales, y compris les fuites détonnantes d'un rapport encore secret de l'Agence mondiale antidopage. Mais pour certains, le constat est plus nuancé. Il n'existe pas plus digne et plus fiable que le sprinter jamaïcain Usain Bolt face à la déferlante du dopage et de la corruption qui s'est abattue en 2015 sur l'athlétisme. Du haut de ses 11 titres mondiaux et 6 olympiques, il s'est retrouvé en première ligue quand il a fallu défaire sur la piste des mondiaux de Pékin l'Américain Gatlin, suspendu 5 ans au total pour 2 contrôles positifs, dont le deuxième à la testostérone. Usain Bolt est l'icône aujourd'hui pour tous les observateurs car son parcours reste exemplaire. Ce dernier a prouvé à de nombreux athlètes que tout sportif peut réaliser des grandes performances et arriver loin sans dopage. Aux dernières nouvelles, le Jamaïcain Usain Bolt pourra prendre sa retraite après les JO 2016 de Rio ou au plus tard les championnats du monde 2017 à Londres, ne manquant pas la fin de l'athlétisme. Hormis cet exemple de sportif sain, il y a également chez les dames l'Éthiopienne Genzebe Dibaba qui a successivement battu le record du monde du 1500 mètres et remporté l'or mondial sur la distance en dévançant la sprinteuse néerlandaise Daphne Schippers. Autant de noms pour continuer à croire que les sommets ne sont pas inaccessibles aux athlètes propres. Alors Mamadou Niang, Usain Bolt continue toujours de s'imposer, mais il reste sain, pas de dopage pour lui, c'est un exemple. C'est un exemple pour le moment. Pour le moment, c'est un exemple parce qu'on n'a encore rien vu. On a vu les champions du monde dans toutes les disciplines. Être pratiquement taxé de saint et tout ça, et finalement qu'on découvre quelque chose. Mais Carl Lewis, il ne l'a pas été. Hein, justement, Carl Lewis ne l'a pas été, mais d'autres l'ont été après. Ensuite, Ben Johnson. On a eu Ben Johnson qui l'a été, on a eu Armstrong en cyclisme qui l'a été pratiquement à la fin de sa carrière, qu'on a découvert. Mais au début, personne ne savait qu'il était mêlé à ces histoires de dopage. Donc, pour le moment, c'est bien. C'est bien qu'il soit ainsi pour l'exemple qu'il donne à l'athlétisme et puis aux jeunes amoureux de l'athlétisme. Exemple, pour toujours prendre l'exemple sur lui et sur également Dibaba, les autres athlètes qui continuent de courir également, parce qu'à chaque fois il y a des contrôles antidopage, à chaque course il y a des contrôles antidopage, avant la course, après la course et pendant la course. Donc si par exemple sur des milliers d'athlètes qui courent les Jeux olympiques, les championnats d'Afrique, les championnats du monde, on ne trouve que 3 ou 4 ou même 5 qui sont dopés. Il faut dire bravo, encourager les autres qui sont restés sains. Et puis, Usain Bolt a fait partie, donc bravo pour lui, et puis qu'il continue dans ses sièges. Mamadou Niang venait de dire que pour le moment, il est sain. Mais attendons la fin peut-être 2017. 2016 pour les Jeux olympiques de Rio ou encore 2017 comme le disait Michel Zueyi dans le reportage tout à l'heure. Mais pour l'instant, Usain Bolt reste exempt de tout reproche en ce qui concerne le dopage. Parlons de cyclisme dans cette émission. Daniel Tekle Aymano, meilleur coureur africain de l'année 2015. L'Érythréen a été désigné meilleur cycliste africain de l'année 2015 par un jury de 20 membres présidé par l'ancien champion de Tour de France Bernard Hinault. Le sociétaire de l'équipe sud-africaine MTN Kubeka est classé en tête de ce trophée créé par les organisateurs de la Tropicale à Missa Bongo. Mamadou Niang. Après Beran en 2012, Lumezat en 2013 et Debesay en 2014, c'est l'Érythréen Daniel Tekle Aymano, 27 ans, qui a été élu cycliste africain de l'année 2015 par un jury composé de 20 membres et présidé par Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de France. Avec ses performances cette année,
notamment sur le Tour de France avec son club MTN Kubeka, mais de meilleurs grimpeurs sur les épaules pendant 4 jours, Daniel Teklemanot est arrivé en tête de ce trophée créé par les organisateurs de la Tropical Amissa Bongo au Gabon, qui récompense le coureur du continent qui a le plus contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain. Daniel Teklemanot, vainqueur de ce prix, c'est tout à fait normal. Il a porté le maillot à poil du Tour de France et remporté celui du Critérium du Dauphiné. Il a fait connaître l'Érythrée au grand public, constate Jean-Jacques Henry, entraîneur au Centre mondial de cyclisme à Aigle, qui connaît bien ce coureur. On notera que sur la liste des 10 meilleurs coureurs africains de l'année, 6 sont passés par la Suisse. Daniel Teklemanot était avec son compatriote érythréen Merawi Kudus, le premier coureur nord-africain engagé sur le Tour de France. Voilà, après le cyclisme, nous allons attaquer le thème de la semaine. La question, elle est toute simple, elle va s'afficher sur votre petit écran. Qui sera élu meilleur joueur africain de l'année 2015? Cette semaine, vous avez la possibilité de voter pour le footballeur de l'année dans le cadre des Africa Top Sport Award 2015. Ils sont en liste, donc 3, et donc qui ont brillé en cette année par leur performance individuelle et leurs accomplissements avec leurs équipes nationales. Alors, nous allons commencer tout de suite, Mamadou Niang, avant de donc en débattre. Lui, c'est le tube de l'année. Pierre-Emerick Aubameyang s'éclate désormais en Bundesliga. Meilleur buteur européen à l'heure actuelle. PA a pourtant connu un début d'année compliqué avec une élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais depuis, il se console en enfilant les buts en Allemagne. L'autre joueur, lui, il n'est plus à présenter, il n'est plus vraiment à présenter. Lui, c'est Yaya Touré. Il est le meilleur footballeur africain de ces 7 dernières années. Depuis son transfert à Manchester City, l'Ivoirien s'éclate. Élu Ballon d'Or africain par la CAF lors des 4 dernières années, il a contribué au succès de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Il a toujours été, lui, égal à lui-même. Il s'agit bien sûr de André Ayou. Lui a toujours été égal à lui-même et affiche sa combativité dans toutes les équipes. Finaliste de la CAN 2015, il a terminé la saison avec Marseille avant de s'engager avec Swansea. Ses débuts ont été très prometteurs, mais à l'image de son équipe, les dernières semaines de l'année sont balbutiantes. Mamadou Niang, qui sera donc élu meilleur joueur de l'année pour l'instant? On connaît les 3 derniers nominés: Pierre-Emerick Aubameyang, Yaya Touré et André Ayou. Je crois que je vais me répéter sur ce plateau, je l'avais déjà dit. On atteint le dernier virage là. J'avais déjà dit que Pierre-Emerick, pour moi, je voterai Pierre-Emerick cette année, simplement parce que c'est un garçon qui progresse depuis 2 ou 3 ans, depuis 3 ans même, depuis qu'il a quitté Saint-Etienne. L'année dernière aussi, il a marqué des buts. Cette année, il marque beaucoup plus de buts. 18 buts en 17 matchs. Il a mieux fait même que Gerd Müller, l'ancien buteur allemand, alors, qui avait fait 17 buts en 17 matchs. Lui, il a fait 18 buts en 17 matchs. 17 matchs. Bon. Plus d'une longueur. Hein. Plus d'une longueur. Un but de plus que Gerd Müller. Et ensuite, si par exemple, ce sont les performances individuelles qui priment dans le choix du Ballon d'Or africain ou bien du Ballon d'Or européen, je pense que Pierre-Emerick est mieux placé que Yaya ou bien André Ayou pour décrocher. Prétendre s'adjuger le titre de meilleur joueur. Voilà, simplement parce qu'il est meilleur buteur européen devant Lewandowski, devant les autres. Ensuite, il est influent dans son club. Oui. C'est pratiquement l'homme le plus influent aujourd'hui à Dortmund. Ça compte aussi dans les performances du joueur. Et c'est quelqu'un qui n'a pas connu de baisse de régime jusqu'à présent. Quand on le compare à Yaya Touré, par exemple, Yaya Touré en 2014-2015, oui. Il a fait 29 matchs. En 2014-2015, 29 matchs, 10 buts. Oui, là où Yaya Touré n'est pas un attaquant en tant que tel. Mais il a été Ballon d'Or. Oui. Je veux simplement dire que le titre de Ballon d'Or n'est pas lié à la performance collective. Elle est plus liée à la performance individuelle. Quand il a été 3 fois ou bien 4 fois Ballon d'Or, ce sont ces performances individuelles qui ont primé. Aujourd'hui, il est en baisse de forme, d'autant plus que quand on voit un peu les statistiques... Les champions d'Afrique, il faut le rappeler. J'arrive. Quand on voit ces statistiques en 2015-2016, en 2014-2015, d'abord, il a fait 29 matchs, 10 buts. 10 buts. Là où Pierre-Emerick avait fait
33 matchs. 2014, 33 matchs, 16 buts. 2015-2016, Pierre-Emerick fait 17 matchs, 18 buts. Yaya fait 10 matchs. Yaya fait 10 matchs, 2 buts. 2 buts, 4 passes décisives. Donc, quand on analyse uniquement les performances individuelles, Pierre-Emerick est mieux placé. Ensuite, il n'est pas aussi influent dans les victoires de Manchester, dans son club, que les années passées. Il est en baisse de régime. J'aime bien Yaya, mais il faut l'admettre que cette année, que c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui est au top niveau. Et je ne sais pas. Il y a André Ayew aussi qui est en embuscade. André Ayew qui était en bonne forme quand il était à Marseille. Il a fait un bon début avec Swansea, son équipe. Mais après, à l'image de son équipe qui est pratiquement dans le ventre mou du classement, il a connu également une baisse de régime. Quelqu'un qui connaît une baisse de régime ou bien qui n'a pas fait un bon parcours, on ne peut pas le comparer avec quelqu'un dont on parle, qui aligne des buts tous les week-ends. Donc, Pierre-Emerick, si on tient compte des performances individuelles, sera nécessairement absolument le Ballon d'Or de France Football cette année. Alors Mamadou, si on pouvait faire un classement, là, comme ça, par rapport à ce titre de meilleur joueur africain, donc pour vous, en tête, on mettrait à Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick. Ensuite, Yaya. Et puis ensuite, et André. C'est fait. On va le noter et puis attendre justement l'élection qui aura lieu pendant très longtemps, Mamadou. Le 7 janvier. Le 7 janvier. Alors Mamadou Niang ici table pour en tête PA, Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite en deuxième position Yaya Touré. Nous allons garder ses archives. Et puis en troisième position André Ayew. Est-ce que c'est votre avis, vous aussi, à la maison ou encore où vous êtes en ce moment au travail? C'est vous qui devez tout simplement nous écrire également sur la page Facebook de l'émission. Eh bien, vous tapez à Canal 7-7 Sport, vous donnez votre avis par rapport à l'élection du meilleur joueur africain de l'année 2015. Alors, Mamadou, il nous reste encore quelques 2 ou 3 minutes. On pourrait également penser que la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang avec l'équipe nationale du Gabon, c'était lors de la dernière phase finale de Coupe d'Afrique, donc en 2015, un tout petit peu aujourd'hui préjudiciable à ce joueur gabonais. Non, je ne pense même pas que ce sera préjudiciable à ce joueur, parce que, comme je l'ai dit, on n'a jamais élu quelqu'un parce qu'il a remporté une Coupe d'Afrique ou bien une Coupe d'Europe. Yaya Touré, quand il remportait les 4 ballons d'or, la Côte d'Ivoire n'était pas champion d'Afrique. Non. La Côte d'Ivoire n'avait pas gagné la Coupe d'Afrique. Mais sur le classement FIFA, la Côte d'Ivoire était quand même parmi les 15 meilleures nations du monde. Ce n'est pas le classement FIFA qui est important là. Ce sont les performances du joueur individuel et ensuite on parle de son club, de son équipe nationale. On a parlé de la Coupe d'Afrique. C'est vrai, Pierre n'est pas allé loin. Yaya a remporté la Coupe d'Afrique. Mais je dis que la Coupe d'Afrique n'a jamais fait gagner quelqu'un. Quand Adebayor gagne le Ballon d'Or, le Togo n'était même pas qualifié pour la Coupe d'Afrique. Et pourtant, il est Ballon d'Or. Donc, ce sont les performances individuelles dans ton club qui sont d'abord primées. Et quand on interroge ces performances, il n'y a pas photo. Je pense que je serais en tout cas surpris de voir peut-être qu'on élise Yaya Touré ou bien André Ayew sur la base il a été finaliste de la Coupe d'Afrique. Il a été champion d'Afrique. Voilà. Messi, quand il remportait le Ballon d'Or avec le Barça, il n'avait pas gagné avec l'Argentine. Donc, ce sont ces performances individuelles qui priment. Ribéry dont on parle, il avait tout gagné avec le Bayern. Oui. Il n'a pas été primé, il était même classé 3e à la surprise générale. Donc, ce n'est pas les performances collectives avec les équipes nationales qui influencent sur... Maintenant, parce que si pas souvent, c'est ce qui vote, ils ont souvent un seul nom en tête. Bon, ça y est, ça arrive comme Messi. Est-ce que le nom joue un rôle aussi? Mais bien sûr. C'est comme Messi. Messi, quand quelqu'un arbitre Messi, ce n'est pas la même chose que quand il va arbitrer Willy. Parce que c'est quand même le jour et la nuit. Voilà. C'est quand même le jour et la nuit. Donc, ça peut influencer, mais je ne pense pas, en tout cas, parce que ce sont les entraîneurs, les capitaines, les techniciens, qui vont voter. Ils vont voter d'abord, ils vont primer la performance individuelle. Pierre-Emerick est largement dessus.
Voilà, on pense bien, on espère bien pour le capitaine des Panthères du Gabon et l'attaquant de Dortmund en Allemagne que cette fois-ci sera la bonne et que le 7 janvier prochain à Abuja au Nigeria, eh bien, le jury va se pencher sur le cas de Pierre-Emerick Aubameyang et va donc l'attribuer. Va donc attribuer le Ballon d'Or ou encore le titre de meilleur joueur africain au capitaine des Panthères du Gabon. Voilà, cette sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être resté devant votre petit écran pour regarder l'émission, votre émission sur Canal 7, la plus panafricaine des télévisions du monde. Qu'est-ce qu'on va se dire, Mamadou? On a quasiment fait le tour de tous les sujets. Qu'est-ce qu'on va se dire à lundi prochain, c'est ça? Bon, on va se dire à lundi prochain et puis remercier ensuite notre invité qui était Frédéric Boulot, qui était sur le plateau. Dans lui souhaitant un bon parcours avec son club et surtout avec l'équipe nationale du Gabon. Voilà. Donc, bonne chance à Frédéric. Merci d'être passé une nouvelle fois sur ce plateau de 7 Sports. 7 Sports, c'est terminé. On se retrouve bien évidemment lundi prochain. Même plateau, même heure, même décor. Et n'oubliez pas que si bien parler vient du naturel, alors parler vient du ciel. Au revoir.